Casting Call, bienvenue sur le podcast de la rédaction de casting.fr qui révèle ta vraie nature. Ici, on va parler casting, témoignages exclusifs, des rencontres avec des professionnels, les clés et les secrets pour devenir un artiste et surtout, en vivre. Casting Call, c'est ton nouveau coach audio qui te permet de poser ton premier pas sur ton chemin de l'éveil et de la réussite. Ose enfin devenir celui dont tu rêves. Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une reine de beauté venue de Tahiti, une aussi belle que brillante, étincelante, intelligente. Moi je l'aime et je l'admire pour sa délicatesse et son talent. À pas de chat, discrète, elle détonne comme une fée célèbre. Miss France, chanteuse, comédienne, animatrice, elle incarne pour moi ce qu'il reste de l'élégance française. Et c'est ensemble, aujourd'hui, que nous allons célébrer la sortie de son dernier album, Paris-Tahiti, tout droit sorti de sa rencontre avec Elena Noguera, qu'il a écouté raconter sa vie d'avant. Maréva Galanter, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai bien fait de venir, merci. Oh là là. Maréva Galanter, bonjour, ou plutôt Yaorana, je l'ai bien dit? Yaorana. Oh, c'est Yaorana, pas facile. Soledad. La devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi ce mai 2023 ? Waouh, ouais, je sais pas si je l'ai rêvé en tout cas, mais j'y suis quoi en fait. J'y suis parce que ce projet c'est un peu l'accomplissement et la rencontre de mes deux cultures. Et enfin, j'ai réussi dans un projet qui est plutôt très personnel, même autobiographique, à raconter d'où je viens et où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que Paris et Tahiti, c'est mes deux moi en quelque sorte. Des sons pop, des textes enchanteurs, sensuels mais audacieux. C'est définitivement très très personnel. Comment est né ce désir ? Cet album est-il dédié à quelqu'un ? Pas vraiment, non, il n'est pas dédié à quelqu'un. En fait, je pense qu'il est dédié, qu'il m'est dédié, ou qu'il est plutôt dédié au partage, en fait, à partager cette rencontre culturelle, parce que c'est difficile, c'est pas évident quand on vient d'un autre pays d'arriver à faire sentir qui on est, ou d'arriver à se projeter dans quelque chose. Et c'est vrai qu'à travers des chansons, à travers de la musique, on se laisse plus facilement emporter. Et cet album est un voyage dans mon passé, un voyage à Tahiti, un voyage qui peut se réaliser encore aujourd'hui, et un voyage sur mon arrivée à Paris et la vie qui m'a emportée jusqu'à aujourd'hui. Mon sujet favori, c'est le paradoxe. Et pour moi, tu l'incarnes. Tu fais partie de ces femmes françaises si élégantes comme intouchables. Et la tahitienne, comment est-elle ? Est-ce la même ? La tahitienne, est-ce qu'elle est paradoxale ? En fait, la tahitienne, c'est une femme qui tient la maison. C'est une femme de poigne, une femme de décision et qui gère sa famille d'une main de maître. Voilà. La polynésienne, c'est vraiment une femme qui est plutôt... je ne sais pas si c'est dur ou radicale. C'est une femme radicale, en tout cas. Et moi, je suis pleine de paradoxes parce que tout est paradoxe chez moi, ma culture, où je suis aujourd'hui, ce que j'ai fait, comment je suis partie. Et c'est vrai que... c'est vrai, en fait. Ce que tu dis est vrai. Dans ton album, on y retrouve des sons traditionnels mis à l'honneur sous la forme la plus authentique, subtilement mélangés à des sons pop. Où s'est enregistré l'album ? Alors l'album, on est allé l'enregistrer à Tahiti. C'est-à-dire que l'équipe parisienne est allée à Tahiti parce que quand Elena, on va y revenir, m'a écrit ces textes, m'a offert ces textes, ils étaient tellement personnels, ils racontaient tellement justement ma vie, ils sont vrais en fait, ces textes sont vrais et sont moi. Je me suis dit que pour être encore plus vrai, pour que ça soit vraiment réaliste et palpable, je voulais vraiment qu'on entende le son qui est en moi, le son de ma culture, le son que j'ai dans la tête, dans les entrailles depuis toute petite, depuis toute jeune. Et donc, il n'y avait pas d'autre recette que de partir à Tahiti, enregistrés avec des Polynésiens qui ont leurs instruments, qui les fabriquent eux-mêmes. Ce sont des instruments à bois qui n'existent pas ici, plus les ukulélés, évidemment, qu'on connaît beaucoup plus ici en métropole. Mais ça faisait partie du concept de cet album, du concept du voyage. En fait, c'est d'emmener ces sons traditionnels, de les faire rencontrer avec un son
pop français et des chansons à texte. Tu parles de ton enfance et tu dédies une chanson à Mamita, ton arrière-grand-mère. Oui. Raconte-nous ton enfant, je l'imagine libre et aéré. Qu'en est-il ? C'est ça. Et en fait, je pense que je m'en rends compte beaucoup aujourd'hui, maintenant que je suis maman à mon tour. Parce que quand on est enfant, on ne se rend pas compte. C'est en grandissant qu'on se dit, mais quelle chance j'ai eue, mais comment j'ai été nourrie, comment j'ai été enrichie en fait, de tout ce qu'on m'a donné. Et c'est vrai que cette arrière-grand-mère que j'appelais Mita, je la voyais, je ne sais pas, plusieurs fois par semaine. Et l'image que j'en ai aujourd'hui, c'est une image en fait. C'est elle sur son rocking chair qui se balance sur son perron où il y a du jasmin très odorant. En plus, j'allais en fin d'après-midi après l'école, donc elle venait d'arroser son jardin, donc l'odeur du jasmin. Voilà, on imagine des odeurs, imagine... Tellement. Et puis j'adore cette odeur, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, c'est une odeur qui m'émeut. Le jasmin. Le jasmin, j'adore cette odeur. Et ça me fait penser, c'est vrai, à mon arrière-grand-mère. Et alors à côté d'elle, elle avait un bassin avec des fougères partout, des poissons dedans. Elle fumait des Dunhill rouges, elle buvait du whisky, elle mangeait des mentos. Donc tout ça est vraiment une image qui est décrite dans cette chanson, mais qui est très réaliste en fait, qui est très fidèle à ce que j'ai raconté à Elena, quoi. Elle l'a retranscrit d'une manière poétique, mais cette vie était déjà elle-même poétique. Et tu rêvais de quoi ? Je ne sais pas si j'avais des rêves en fait. Je pense que je vivais et que je suis toujours comme ça aujourd'hui, un peu au jour le jour, et que j'avance au feeling en fait, que j'avance, que la vie m'envoie des signes ou que je sais pas, ou que j'ai un destin. Je sais pas si on peut parler de destin. Et c'est grâce au casting Miss France que tu es venue à Paris. Oui. Avec quelle intention ? Celle de remporter le concours ? Eh ben même pas. Non. Je suis pas très ambitieuse comme fille, mais en fait, j'ai commencé par le casting de Miss Tahiti. Et mais quand on fait Miss Tahiti, qui est là-bas quelque chose quand même d'énorme, on ne se rend pas compte qu'on signe déjà pour Miss France. En fait, on signe déjà pour un futur. Mais quand on n'est que candidate, on ne se rend pas compte. Et en fait, Miss Tahiti m'a fait arriver à Paris. Et le fait d'avoir gagné Miss France fait que je ne suis plus jamais repartie. Parce que j'avais des opportunités, j'avais des choses qui s'ouvraient à moi. Je les ai aussi provoquées. En fait, il y a eu un enchaînement de choses, mais c'est vrai que le destin de ce premier pas a son importance. Mais tu n'avais que 19 ans. Ce soir du 10 décembre 1998, tu deviens Miss France. C'est assez soudain, voire peut-être violent. Comment l'as-tu vécu ? C'était très violent, effectivement. La notoriété soudaine est particulière à vivre. Honnêtement, il y a plusieurs paramètres. En fait, il y avait l'adaptation à la vie parisienne, que je ne connaissais pas, qui m'a pris honnêtement 3 ans. Pendant 3 ans, c'était très difficile de m'adapter. Et tu n'étais pas préparée à quitter Tahiti. Je n'étais pas préparée à quitter Tahiti, je n'étais pas préparée à quitter ma famille et je n'étais pas préparée à basculer dans un monde qui n'était pas le mien, dont je n'avais pas les codes. Donc en fait, j'ai fait comme j'ai pu et du mieux que j'ai pu. Mais c'est très difficile en fait pour une enfant, parce qu'à 18 ans, on est encore une enfant, 18-19 ans, déracinée, en fait, d'arriver dans un milieu qu'on ne connaît pas. Donc il faut s'adapter très vite. J'étais sous les feux des projecteurs. Ça veut dire réceptive au jugement. Tout le monde pouvait porter un jugement, qu'il soit négatif ou positif. La notoriété, les gens vous aiment ou vous détestent. Miss France, c'est encore plus facile de détester une Miss France. C'est un sport national. On aime la détester quelque part. Donc, c'est vrai que c'est une partie de ma vie qui était difficile. Et que pendant des années, je n'ai pas pu le dire. Enfin, j'en parlais pas parce que c'est comme si je n'avais pas le droit. C'est-à-dire que sinon, j'avais pris la place d'une autre fille. Je pouvais pas dire que j'étais malheureuse et que j'avais du mal à le vivre. Avec du recul, tu en gardes quel souvenir ? C'était difficile. Vraiment, c'était difficile. C'était difficile et en même temps, le fait de venir d'ailleurs m'a donné une certaine liberté. Ma culture m'a donné une liberté, en fait, et un discernement par rapport à ce que je vivais. J'avais toujours, et je pense que depuis 25 ans maintenant que je suis à Paris, j'ai toujours eu un pas de côté, en fait, du chemin. On m'attendait dans une lignée, dans un tracé, et j'ai toujours fait un pas de côté. J'ai continué mon chemin, mais peut-être pas là où on m'attendait. Donc des projets, voilà, encore on revient au paradoxe, mais voilà, un petit décalage, quelque chose qui me ressemblait un petit peu plus.
Peut-on dire qu'il y a une culture de la Miss France là-bas à Tahiti, parce que vous êtes nombreuses. Il y a, alors je vais essayer de ne pas décorcher les noms, Enna Tepava, Tilda Fuller, Mareva Georges, vous êtes, et il y a eu Vailmalama Chavez. Chavez, si, Alors, señorita. Y a-t-il une culture de Miss France là-bas? Les gens adorent. C'est vrai que les Polynésiens adorent Miss Tahiti, déjà. C'est un rendez-vous annuel que les gens aiment, en fait. Et c'est beau, c'est une élection. Et vous êtes toutes si belles. C'est ça qui est déconcertant. Il y a une réalité... voilà, ce sont les métissages. Les métissages, c'est vrai qu'à Tahiti, il y a beaucoup de métisses polynésiennes, chinoises, françaises. Et un mélange des cultures font que les métissages sont plutôt réussis. Et c'est un événement que les gens aiment parce que c'est culturel, parce que c'est traditionnel. Il y a des chants, il y a des danses, il y a des costumes végétaux. Enfin, et ça implique vraiment beaucoup de gens. Revenons à ta carrière. Tu deviens animatrice sur TF1, Paris Première, puis comédienne avec de nombreux tournages. Des castings, tu en as passé. Quel est ton plus beau souvenir casting ? Je trouve que le casting est très difficile. Je trouve que c'est très difficile, les castings, et que c'est un moment qui est très stressant. Alors, le pire souvenir ? Le pire souvenir, en fait, mes débuts, c'est difficile. En fait, c'est difficile d'essayer de vouloir se construire une carrière quand on a peut-être une image de jolie fille. C'est-à-dire que les gens ne vous prennent pas au sérieux. Et le nombre de castings que j'ai fait où je me suis retrouvée face à des directeurs, directrices de casting qui portaient un jugement alors que je n'avais pas encore ouvert la bouche, c'était très difficile. Et en même temps, c'est grâce au casting qu'on arrive à faire des choses. Donc c'est un passage obligé. Vous êtes obligé pour faire de la pub, de la comédie, peu importe, on fait passer un casting. Donc c'est dans le business et ça fait partie, ça fait partie du chemin et du parcours. Maintenant, de vous donner un bon ou un mauvais souvenir, j'en ai tellement fait des castings, je crois que je ne saurais pas vous dire là. Bon, finalement, en 2006, tu sors ton premier album, Ukulélé, reprise de chansons françaises au ukulélé, puis Happy Few en 2008 et le superbe projet Les Parisiennes avec Ariel Dombal, Lina Mojda et Elena Nogara en 2017. Vous étiez absolument divine et merveilleuse. C'est là où tu as rencontré Elena Nogara ? Oui, c'est vrai que c'est sur ce projet, Les Parisiennes. Alors raconte-nous la rencontre. C'était fantastique. Ce projet, c'était l'idée de Laurent Ruquier à la base, parce qu'il avait rêvé, quand il était petit, il voyait les Parisiennes des années 60 et il avait... Un rêve, c'était de faire renaître ces Parisiennes. Voilà, il s'était dit, quand je serai grand, je ferai mon casting de Parisienne. Et voilà, son casting de Parisienne fait que je me suis retrouvée avec Ariel Dombal, Lina Mojda, Elena Nogara et moi, toutes les quatre. Un projet superbe. Donc, 4 Parisiennes. Et aucune n'est née à Paris quand même. Ouais. Elle est née au Mexique, Elena en Belgique, mais elle est portugaise. Rien à voir. Ina au Mali. Et moi à Tahiti. Et en fait, on aime profondément Paris et on vit à Paris depuis longtemps. Donc voilà comment on s'est rencontrés. On a partagé évidemment 1 an et demi de répétitions, de concerts, de tournées. Quels sont vos points communs ? Adoré. Et ça a matché tout de suite, quoi. C'est-à-dire que ce casting était très réussi parce qu'on s'est entendus, on était complémentaires, on avait tout notre univers, notre carrière, mais ça fitait, comme on dit, ça marchait. Et voilà, et puis on ne s'est plus séparés, c'est-à-dire qu'on se voit encore toujours. Avec Elena Nogara ? Et avec Elena, avec Ariel. Ina, c'est plus compliqué parce qu'elle vit au Portugal. Et pendant la tournée des Parisiennes, Elena, qui avait toujours rêvé Tahiti depuis qu'elle est toute petite, elle se déguisait même en tahitienne quand Incroyable. elle était petite, m'a fait lui raconter mon enfance, ma vie à Tahiti. Et donc elle avait un cahier, dans le train, dans l'avion, dans les coulisses. Vous savez, c'est long, hein, les concerts, les répétitions, les tournées et tout. On a beaucoup de temps libre. Et elle écrivait. En fait, je lui racontais ma grand-mère, par exemple, Mamita. Je lui racontais mon enfance, mes parents, la mer, la plage, le coucher de soleil, ce que je ressentais, mon arrivée à Paris. Bref, je lui racontais tout ça. Et elle m'a dit, je vais te faire des chansons. Alors, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a toujours un temps. Et on se dit, super, on le fait, mais bon, on verra. C'était plutôt léger.
Et en fait, Elena est vraiment une bosseuse, une travailleuse qui n'a rien lâché et qui est allée jusqu'au bout. Elle a fait composer les chansons par Philippe Evenot, qui était aussi sur scène, qui est un musicien de talent, qui était aussi sur scène avec nous pour les Parisiennes. Et voilà, et ces chansons sont nées comme ça. De cette rencontre, de cette complicité, de ces partages, de ces moments de partage qu'on a eu ensemble pendant cette tournée. On en a fait un album qui s'appelle aujourd'hui Paris-Tahiti. Paris-Tahiti. Et je trouve que vous avez beaucoup de choses en commun. Au-delà de la beauté, la silhouette, vous avez cette douceur parisienne et cette pugnacité commune. Je me trompe ? C'est vrai qu'on se... Moi, j'ai envie de dire que vous êtes des femmes de caractère. Parce que sous cette image toujours de grande belle, à la silhouette fine, vous avez des sacrés caractères. C'est vrai, c'est vrai. Parlons de ce duo, ces deux duos merveilleux. Oui. Alors, les Cocotiers en feu avec Eto, un chanteur tahitien. Raconte-nous. Alors, Eto, c'est un chanteur polynésien que les gens adorent là-bas. Il est très engagé pour l'écologie, pour la nature, le respect de l'environnement. C'est un auteur-compositeur qui a fait ses albums en Polynésie. Et cette chanson est très évocatrice d'une complicité entre deux copains. Deux copains, on imagine, qui marchent sur la plage en fin de journée, coucher de soleil, on se confie, on se raconte un peu nos secrets et tout. Et en cherchant, en fait, en discutant avec mes frères tout simplement, qui vivent à Tahiti, ils m'ont dit mais Eto, il serait parfait en fait. C'est le gars attitude feel good. C'est le bon copain qu'on a envie d'avoir. Donc ça s'est passé tout simplement comme ça. Je l'ai contacté, je lui ai envoyé la chanson, je lui ai proposé le duo, est-ce qu'il aimait la chanson et tout. Et puis voilà comment ça s'est fait très naturellement. Et puis un deuxième duo qui fait absolument le buzz, c'est une Tahitienne à Paris avec Robbie Williams. Rien que ça, raconte-nous. Ouais. Incroyable. J'ai fait un casting et je suis tombée sur Robbie Williams. Non, comment ça? Moi, j'y crois. Attention à ce que tu me dis. Non, mais c'est encore une rencontre merveilleuse et comme quoi il faut saisir les opportunités. Enfin, en tout cas, il faut pousser les portes, il faut oser, il faut y aller. Ça, c'est mes sujets. Et ça, je pense que tu sais l'audace. Exactement, l'audace. Et j'avais rencontré Robbie Williams un an avant à un dîner. Et il connaissait le groupe avec lequel j'avais tourné pendant des années, qui s'appelle Nouvelle Vague, qui cartonne à l'étranger. Et j'ai fait des années sur scène avec eux. On parlait de musique et il me dit « Ah mais oui, mais je connais. » Voilà. Et en rigolant, il me dit « Bon, tu viendras chanter sur mon prochain album. » Bon, moi je prends ça comme une rigolade. Je dis « Ok, super, merci, au revoir. » Bon, on n'est pas amené à se revoir, quoi. Et je sais pas, je pense 8 mois après, je lui avais déjà raconté mon album. Je lui avais dit que j'allais partir à Tahiti, enregistrer. Mais bon, tout ça était encore en projet. Quand c'est devenu concret, et je me suis dit, je cherche une voix, je cherche un homme, un étranger pour raconter cette histoire, cette balade parisienne. Je lui ai envoyé un message, en fait, et je lui ai dit, en français, on dit « qui tente rien n'a rien ». Alors, je tente. J'ai une chanson que j'adorerais chanter avec toi. Je te l'envoie. Voilà les paroles, voilà le texte. Voilà ce que le texte veut dire. Parce qu'il chante un peu en français quand même. Et pour tout vous dire, pour vous dire la vérité, je lui ai envoyé un mail, il était 22h. Le lendemain matin à 9h, il m'avait répondu qu'il adorait cette chanson, qu'il adorait ce chic parisien, qu'il trouvait ça très élégant et qu'il ferait cette chanson. Donc, waouh, j'étais genre, waouh, est-ce que je rêve ou pas ? Et il m'a dit qu'il arrivait à Paris quelques mois après parce qu'il avait un Bercy, il faisait un concert à Bercy. Et donc, on a attendu qu'il arrive à Paris. Je lui ai proposé de le rejoindre sur une date, en tournée ou quoi. Mais bon, c'est vrai que c'était compliqué de déplacer un studio comme ça. Il est quand même en tournée et très, très occupé. Donc, on a attendu qu'il arrive à Paris. Et on a enregistré cette chanson qui est magnifique. Une Tahitienne à Paris. Magnifique. Cet album symbolise le besoin de transmission. Je ne dis pas envie, mais besoin. En tant que maman, est-il important pour toi que ta fille connaisse ses racines ? Ah oui. Les a-t-elle adoptées ? C'est indispensable, oui. Les racines, le retour aux sources. Ma fille est née à Paris. Elle a un prénom tahitien, ce qui était le minimum que je pouvais donner. Elle s'appelle Manava, ce qui veut dire bienvenue. Et moi, j'ai toute ma famille qui vit encore à Tahiti. Personne ne vit à Paris. Donc,
elle sait, pour elle, c'est normal d'aller à Tahiti l'été, par exemple, les grandes vacances. Elle sait qu'elle va aller à Tahiti. Elle appelle ma mère, je sais pas, en FaceTime tous les 2 jours. Elle reste 45 minutes au téléphone. Ma mère va lui montrer, je sais pas, les poules dans le jardin, les bananes qui mûrissent. Enfin, je veux dire, elle est connectée déjà avec cette nature. J'ai essayé de lui transmettre un maximum et j'essaye de le faire à chaque fois que j'y vais et que je l'emmène avec elle. Et je veux qu'elle soit proche. Alors, elle peut pas avoir l'enfance que j'ai eue, évidemment, mais j'ai envie de lui transmettre en fait un petit peu de cette nature, de ce décalage en tout cas, et de ce décalage avec la vie parisienne qu'elle connaît et qu'elle va connaître dans le milieu dans lequel elle va grandir. J'ai envie qu'elle ait ça en fait. C'est même inné en fait, c'est naturel, mais c'est devenu naturel chez elle maintenant. Elle va avoir 8 ans bientôt. Et pour moi, c'était nécessaire, tu as raison, de lui transmettre. Et elle l'a en elle, en fait, maintenant. Et alors, c'est des détails, mais moi, quand j'y suis et que je vois qu'elle connaît le nom des fleurs, des poissons et tout, moi, ça me remplit de bonheur. Ah oui. Alors, je suis très contente parce que je vais annoncer une exclue. Je suis la première. Oui. Non. Le 23 novembre, tu seras à l'Alhambra pour un concert exceptionnel. C'est ça, première date. Première date. Tu nous en dis 2-3 choses? Là, c'est un peu, on l'annonce là maintenant, donc c'est un peu une exclusivité, mais ce sera la première date parisienne. On va pouvoir partager avec le public cet album, Paris-Tahiti, en live. Donc, on imagine que tu feras venir des musiciens authentiques, les vrais. Bien sûr, on est obligé de faire une rencontre entre Paris-Tahiti et ce qu'il y a sur cet album. Donc, il y a du Tahiti, il y a du Paris, et on va le raconter sur scène à l'Alhambra le 23 novembre. Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille, Mareva? Wow, t'en as parcouru du chemin, c'est incroyable. Je pense que j'ai même jamais réalisé la vie que j'ai, en fait. Je suis même pas sûre de m'être assise un jour en me disant voilà tout ce que tu as fait, ou voilà un bilan. C'est vrai que si on me demande aujourd'hui un CV ou un récapitulatif de ce que j'ai fait, je ne l'ai même pas, en fait. C'est même pas écrit, c'est même pas préparé. Et je reçois en fait les opportunités qui s'offrent à moi. Alors je les construis aussi, parce que les projets, il faut les construire. On n'attend pas que ça nous tombe dessus. Mais tout est inattendu. Je crois que dans ma vie, tout est inattendu. Les rencontres, je les provoque quand même, mais voilà, je laisse venir les choses le plus naturellement possible, en tout cas. Sortie de l'album le 26 mai, Paris-Tahiti, Mareva Galanter, merci et beaucoup de succès pour ce magnifique album. C'est adorable. Merci beaucoup. Merci.